Bon, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents en WebEx. Bienvenue à cette troisième édition des Soft Skills for Business conférences. Pour cette troisième édition, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Siamed, qui est PDG d'une entreprise de digital marketing, qui est présente dans 3 pays, donc la France, les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. Mohamed a plus de 10 ans d'expérience dans le marketing, dans la communication et dans le développement personnel. C'est pour ça qu'on l'a fait venir aujourd'hui. Il va nous partager un sujet qui est très important pour nous au quotidien, et j'ai même envie de dire en dehors de l'aspect professionnel, mais aussi dans l'aspect privé, comment être force de proposition. Si vous avez des questions, donc surtout en WebEx, comme d'habitude, dans le chat, et après la présentation, on pourra répondre à toutes vos questions. Sur ce, j'accueille Mohamed. Merci. Rebonjour à tous. Et bonjour aux personnes qui arrivent encore. Merci pour la présentation, c'est un plaisir d'être là. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bon, ça c'est moi. 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2018. C'est un record jamais inégalé. Et ça a été fait par cette entreprise-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est les locaux de qui? Apple. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pro-Microsoft, pro-Apple, etc. Bon, je ne vais pas sur ce terrain-là. Mais oui, exactement. En fait, Apple a une capitalisation boursière en 2018. Ils ont passé la barre des 1000 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est simple. C'est qu'en fait, pour Apple, pour une entreprise comme Google, comme Microsoft, je parle surtout des GAFA, mais bien sûr, il y a des entreprises dans des domaines d'activité totalement différents, ou même pour Meta, on est vraiment sur une culture de l'entreprise où les personnes sont force de proposition. Vous avez compris, c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est d'être force de proposition. Donc, dans votre activité de tous les jours, vous l'êtes sûrement, je pense que vous l'êtes, je pense qu'on vous pousse à l'être, mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental lorsqu'on pousse à l'innovation. Donc j'ai écrit ce livre qui est l'innovation personnelle. Pourquoi je l'ai écrit justement? C'est pour pousser les personnes, donc les professionnels, que vous soyez salarié, que vous soyez manager, que vous soyez chef d'entreprise, pour vous pousser à être force de proposition, et ça pousse à l'innovation. Pour vous dans votre vie, mais aussi pour l'entreprise. On va voir le thème de la force de proposition sous 3 gros axes. Le premier axe, préparez votre état d'esprit. La première chose à faire pour être force de proposition, c'est la psychologie. On pense souvent qu'il faut avoir certaines techniques, techniques de commercialisation, en marketing, avoir des connaissances, des compétences sur l'IT, etc. Donc, dans beaucoup de domaines, même dans les RH, dans la finance, etc. Mais les soft skills, et c'est pour ça que ces conférences sont faites aussi par Proximus, les soft skills sont hyper importantes. Et être force de proposition, ça nécessite de préparer votre état d'esprit. La première chose, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, c'est pas facile, c'est sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est cette zone lorsque vous êtes sous la couette, par exemple. Sous la couette le matin, bien au chaud, qu'il fait froid dehors, et on le connaît dans la région, il fait très froid. On n'a pas envie de sortir, on a envie de rester bien au chaud au lit, on se dit non, je veux pas, je veux rester là. Ou quand le dimanche passe, quand on est devant son Netflix, tranquillement sous un plaid, avec sa famille, on profite de ces moments, cette petite zone de confort nous dit j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie de faire des choses, etc. C'est le propre de l'être humain. On a été fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire un effort pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Constamment. Constamment, on essaye de revenir. Même si on a passé une bonne journée de travail, on a fait des réunions, on a avancé sur des projets, au final, cette zone de confort, elle va revenir, et revenir, et revenir. Donc elle va toujours être présente là pour nous, et c'est à nous de pouvoir sortir de cette zone de confort pour passer à l'étape suivante, c'est devenir force de proposition, et même pousser à l'innovation. La deuxième chose, vous devez détruire vos croyances limitantes. Depuis que vous êtes petit, moi y compris, nous tous, on a reçu en fait des croyances limitantes de la part de notre entourage, à commencer par notre famille, à commencer par la maîtresse à l'école qui nous disait « reste à ta place, ne bouge pas ». Et nous dans notre vie on se dit « il faut que je reste à ma place, il ne faut pas que je participe, c'est pas mon job, c'est pas mon rôle, je reste à ma place ». J'ai pas à faire autre chose, etc. Les croyances limitantes, c'est aussi pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas essayer de faire des choses aussi incroyables? Fais ce que tu as à faire, n'essaie pas de faire autre chose,
tranquille, on n'a pas besoin de faire plus que ça, etc. Et ces croyances limitantes-là, eh ben, en fait, elles s'insèrent dans votre esprit, dans votre cerveau. Et je sais qu'il y a des personnes dans l'IT ici. Votre cerveau, c'est pour moi en tout cas le plus bel système d'exploitation, le plus beau système d'exploitation qu'il y a au monde. Et un système d'exploitation, ça marche comment? Ça reçoit des logiciels. Et les logiciels que vous allez recevoir dans ce système d'exploitation, en fait, ils vont déterminer votre état d'esprit. Le logiciel de dire reste à ta place, ou de dire c'est pas fait pour toi, tu peux pas réussir, tu peux pas y aller, ne parle pas, peut-être que tu vas dire une bêtise, etc. Toutes ces choses-là, c'est des logiciels qu'on incorpore dans votre système d'exploitation, et vous, en fait, tout ce que vous allez faire, sans vous en rendre compte, c'est que vous allez accepter ces logiciels au fur et à mesure. Est-ce que il n'y a pas de retour en arrière? Si. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur votre état d'esprit, on est encore sur la psychologie, vous pouvez travailler sur votre état d'esprit pour sortir, un, de cette zone de confort, et deux, de ces croyances limitantes, pour intégrer à votre état d'esprit des croyances positives. Je peux parler. On m'a dit, sur force de proposition, dans les projets, il faut qu'on parle, il faut qu'on donne son avis, il faut qu'on donne des idées. Je peux le faire, pourquoi je ne le ferai pas? On va parler après de la suite aussi des choses qui peuvent bloquer un petit peu le fait d'être force de proposition et de donner son avis. Mais un, sortez de vos zones de confort, je vais le répéter à chaque fois. Deux, détruisez vos croyances limitantes. Ne vous dites pas je vais passer au-delà. Non, vous devez les détruire. Un logiciel, on peut le supprimer complètement du système d'exploitation. C'est pareil pour votre état d'esprit. Ça se travaille. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne? J'espère. J.K. Rowling. Oh, ça fait plaisir. Moi qui suis fan d'Harry Potter, pour moi c'est... Et J.K. Rowling, aujourd'hui, elle a une vie plutôt épanouie de ce qu'elle dit, en tout cas. Elle a écrit un livre ou fait un film même sur elle, je crois. Ou on a fait un film sur elle. Et elle est même multimillionnaire ou peut-être milliardaire. Mais J.K. Rowling, elle a connu l'échec. J.K. Rowling, elle avait une vie où on pourrait dire qu'elle était même en dessous de la classe moyenne. Elle était vraiment très précaire. Elle a eu beaucoup beaucoup de galères. Elle a galéré. J.K. Rowling, elle a connu la précarité. J.K. Rowling, elle a eu du mal à trouver un job. J.K. Rowling, elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle. Et à un moment donné, elle est sortie de sa zone de confort. Elle est sortie de ses croyances limitantes qui lui disaient tu ne peux pas écrire un livre qui peut être connu dans le monde entier. Et elle s'est dit je vais écrire un livre et j'espère qu'il sera connu dans le monde entier. Et elle a écrit les différents tomes de Harry Potter. Elle a présenté les différents tomes de Harry Potter à des maisons d'édition. Et ces maisons d'édition-là lui ont dit non merci, pas intéressé, pas intéressant. Ils auraient peut-être même dit que c'était nul. Pour elle, c'était vraiment un choc. Un échec, 2 échecs, 3 échecs. Si je ne me trompe pas, elle a été repoussée de au moins une douzaine de maisons d'édition, peut-être même plus, mais elle a connu l'échec. Et elle a dû passer par là. Donc sortir de sa zone de confort, sortir de ses croyances limitantes, et enfin passer à l'étape échec. Et je le dis même en école de commerce avec mes étudiants, je vous souhaite un maximum d'échecs. Certains me diront, c'est pas cool ça. Et d'autres avaient très bien compris ce que je voulais dire. Beaucoup d'échecs, ça veut dire que vous avez essayé, et encore essayé, et encore essayé. Et comme disait Steve Jobs, en Europe, la problématique de l'Europe, c'est cette peur de l'échec. Qu'en Californie et dans la Silicon Valley, ils ont beaucoup moins, on va dire, plutôt dans le monde anglo-saxon, ils ont beaucoup moins cette peur de l'échec. Nous, en Europe, on a souvent cette peur de, non, faut pas échouer. Hein. Tu essayes, d'accord, mais si tu as échoué, bah, c'est fini. T'auras essayé. Vous la connaissez cette phrase. Hein. Oh, t'auras essayé, mais une fois. Alors que Steve Jobs disait, l'Europe pourrait être le cœur du développement de la tech, mais malheureusement, du moment qu'on a peur de l'échec, on n'y arrivera pas. Il a dit non, en Silicon Valley, on échoue tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, si vous voulez aller tendre vers l'innovation, tendre vers l'avancement de vos projets et faire développer votre carrière pour vous-même, mais aussi pour votre entreprise pour laquelle vous travaillez, vous devez passer par l'étape échec. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne? C'est Walt Disney, exactement. Walt Disney. Walt Disney, Disney, hein. Tout le monde connaît Disney, tout le monde connaît Disney+, Disneyland, etc. Les films, les dessins animés qu'on a regardés dans notre enfance, Mickey Mouse. Eh ben, Walt Disney, il a connu l'échec. Walt Disney, il est allé pour travailler dans des journaux, dans des magazines, et on lui a dit « Tu manques d'imagination ». Vous imaginez pour lui? Il n'était pas encore qui il était à cette époque. Hein.
Mais bon, lui dire tu manques d'imagination, il aurait pu faire marche arrière et dire bah, je retourne à la ferme paternelle du papa et travailler à la ferme et reprendre l'activité que mon père a toujours voulu pour moi, tout simplement. Mais non, il a fait face à l'échec, une fois, deux fois, trois fois. Plusieurs entreprises l'ont rejeté, souvent pour manque d'imagination. On parle de Walt Disney. Dans ma vie, j'ai jamais été aussi innovant et imaginatif que Walt Disney. Qui est cette personne? Jack Ma. Jack Ma, fondateur de Alibaba, AliExpress, Alipay, etc., etc. Jack Ma, je vais accélérer sur l'échec. On est toujours dans l'échec. Jack Ma, c'est prof, allez, étudiant plutôt. Je postule à Harvard, je me fais refouler d'Harvard. Une fois, deux fois, jusqu'à la 10e fois. Harvard lui a toujours dit non, votre niveau il n'est pas assez intéressant pour nous, donc merci, mais non. 10 fois d'Harvard. KFC s'est installé dans sa ville. Enfin, lui disait village, mais un village en Chine, c'est beaucoup d'habitants par rapport à l'Europe, donc moi je vais dire la ville. KFC s'est installé dans sa ville et il a postulé chez KFC. Et ils étaient à peu près, les chiffres je ne m'en rappelle plus très bien, mais on va dire à peu près une quinzaine. 14 ont été pris. Jack Ma a été refoulé de KFC. Le job n'est pas non plus hyper compliqué, on est d'accord. Il a été refoulé. Échec. Il s'est inscrit à l'école de police de sa ville. 25 ou 24, je crois, ont été pris, et il n'y en a qu'un seul qui a été refoulé. Jack Ma. Jack Ma, quand il a commencé à parler d'Alipay, d'avoir des idées de création d'entreprise, etc., on lui a dit dans une Chine, peut-être à l'époque communiste, aujourd'hui beaucoup moins, plus capitaliste, on lui a dit dans une Chine communiste, ça va être compliqué pour toi quand même d'aller sur ce terrain-là, donc on ne te conseille pas, n'y va pas, etc. Il y est allé, il a réussi. Alipay, AliExpress, Alibaba, c'est l'homme le plus riche de Chine, il est passé par l'échec. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, lorsqu'on est en réunion pour vous, dans votre activité, dans vos activités de tous les jours, lorsque vous êtes en réunion, certaines fois vous avez des idées, certaines fois vous avez envie de participer, et vous vous dites, déjà de 1, vous avez un peu peur de sortir de la zone de confort, si encore vous y arrivez, vous avez vos croyances limitantes qui viennent vous rattraper en vous disant, ah, il va pas, il va pas, il va pas, tu vas dire une bêtise. Et la troisième chose, c'est peur de l'échec. Quand on a vraiment une idée extraordinaire, même pas sur un projet, et qu'on veut la soumettre à la direction, on se pose la question, on rentre à la maison, on pense quoi, je le fais ou je le fais pas? J'ai peur qu'on me dise, non mais il faut arrêter avec tes idées, etc. Ça, c'est aussi une problématique, la peur de l'échec. Donc 1, la zone de confort, 2, les croyances limitantes, et 3, n'ayez pas peur de l'échec. Sortez l'échec de votre vie. L'échec, ça fait partie de votre vie. Vous devez échouer si vous voulez avancer. Et je pense que vous avez envie d'être force de proposition, sinon vous ne serez pas là aujourd'hui. La deuxième étape sur laquelle je vais insister, c'est le passage à l'action. On a parlé de, préparer votre état d'esprit à passer à l'action, à être force de proposition. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Donc déjà, vous êtes prêt à passer à l'action, en tout cas je l'espère. Après, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas en une conférence qu'on se dit, c'est bon, je suis sur la conférence, maintenant je suis prêt à passer à l'action, etc. Non, c'est un travail de longue haleine, mais vous pouvez le faire. En tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde ici qui le fait déjà. Mais la deuxième chose, c'est le passage à l'action. Passage à l'action, c'est, par exemple, la confiance en soi. Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est le gars que tout le monde connaît, qui venait devant les caméras en sautant, en faisant ses petits mouvements et en disant je suis le meilleur du monde, I am the best of the world, je pique comme la guêpe, je vole comme le papillon, etc., etc. Pour beaucoup, c'était oh, quel personnage hautain. Mais en fait, lui, tout ce qu'il faisait, c'était sortir des phrases, des affirmations positives pour pouvoir préparer son état d'esprit à être le meilleur et à réussir dans son domaine d'activité qui était la boxe, tout simplement. Beaucoup ont peut-être lu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, et même tous les livres de Napoléon Hill, Comment se faire des amis, etc. Il explique le pouvoir en fait que vous pouvez avoir sur votre esprit. Certains appellent ça la loi d'attraction, et d'autres appellent ça préparer son état d'esprit, tout simplement. Et vous devez passer par la confiance en soi. N'ayez pas peur de l'échec, mais ayez confiance en vous. Vous êtes là, vous êtes dans l'entreprise, vous êtes chez Proximus, vous avez des compétences, vous êtes bon dans votre domaine. Si on vous dit, n'ayez pas peur de passer à l'action et d'être force de proposition, ayez confiance en vous. Et au moment opportun, sortez votre idée et sortez les éléments que vous avez envie d'apporter. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne-là? Par contre, je pense qu'elle va avoir du mal à trouver. Et pourtant, un grand personnage. Averroès? Non, mais il vient du même endroit.
C'est Abbas ibn Firnas, originaire d'Andalousie, en l'an 800 et quelques. Ça remonte. Hein. Et Abbas ibn Firnas, c'est le premier aviateur. C'est le premier homme, bon c'est une reconstitution, hein. C'est le premier homme à avoir volé. Ça peut vous choquer, mais il a fait avancer l'aviation. Grâce à ce mec, d'il y a 800, même plus, allez, plus de 1000 ans en tout cas, grâce à lui, on a des avions. Donc il vivait en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, il fait très chaud, il y a des vautours. Il a ramassé des plumes de... Bon, il était ingénieur, mathématicien, médecin, philosophe. Aujourd'hui, on lui dit on peut faire qu'une chose, mais lui il faisait beaucoup de choses, et même beaucoup de personnes ont fait beaucoup de choses pendant la Renaissance. On prend De Vinci, etc., etc. Et il s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas voler? Où est le problème? Puisqu'on est en train d'inventer plein de machines dans le monde entier, moi j'ai envie de voler. Il a ramassé des plumes de vautours par terre, ok, dans le désert, enfin c'est pas le désert, mais c'est assez semi-désertique le sud d'Espagne, et il s'est fabriqué des ailes. Il est monté sur le plus haut bâtiment de sa ville, qui était un minaret, l'équivalent d'un clocher. Tout le monde l'a regardé en disant, mais il est malade ce mec. Et lui, il se disait, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Et il s'est lancé. Et il a plané. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas volé, mais il a plané. Sur des dizaines, centaines de mètres, il a plané. Les gens ont vu un homme voler en l'an 800, pour se cracher. Plusieurs dizaines ou centaines de mètres plus loin. Et vous savez ce qu'il a dit avec quelques côtes cassées? Il faut une queue pour atterrir. Exact. Vous avez vu un avion quand ça atterrit? Il se met comme ça et il régule sa queue. Et ils savent très bien, dans l'aviation, vous demandez d'où vient le fait de savoir atterrir. Abbas ibn Firnas. Pourquoi? Parce qu'il a survécu à son truc de fou, d'avoir essayé de voler. Et il a utilisé ça dans un document. Et ce document a été repris par l'aviation pour dire, grâce à ses écrits, on a déjà un peu plus. C'est pas les frères Wright les premiers à avoir volé. Bon, au final, ils avaient quand même un vrai avion. Quelque chose qui a vraiment décollé, volé et atterri. On est d'accord. Si vous voulez, il a participé à sa manière. Et il n'a pas eu peur, il est sorti de sa zone de confort, il a passé les croyances limitantes, il a eu confiance en lui. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il a expérimenté. C'est l'expérimentation que Abbas ibn Firnas a fait. L'expérimentation, et la deuxième chose, c'est la prise de risque. Parce que vous vous doutez bien que monter en haut d'un clocher ou d'un minaret et vous élancer avec des plumes de vautour collées à l'arrière de vos bras, c'est risqué. La prise de risque. Vous prenez un risque en parlant. Vous prenez un risque en donnant votre avis, en donnant des idées dans votre réunion. Vous prenez un risque. Vous prenez le risque qu'on puisse se moquer de vous. Vous prenez le risque qu'on puisse se dire « il n'a pas suivi la réunion, c'est pas possible ». Je ne comprends pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce moment où on se dit « j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'ai envie de le dire ». Et 5 minutes plus tard, il y a une autre personne qui donne l'idée à sa place. Et là, vous vous sentez pas bien, vous dites « ah, je l'avais, c'est dommage ». Mais même au-delà de ça, ça vous fait du bien quand même de donner des idées, qu'on vous dise « ouais ». Ou même si on vous dit « ouais, non, on ne peut pas l'implémenter, elle revient plus tard, essaye de trouver autre chose ou de l'optimiser ». C'est pas grave, échec. Deuxième échec. Troisième échec, Steve Jobs. On échoue, on échoue, on échoue, et à la fin on réussit. Soyez force de proposition pour tendre vers l'innovation. Quels sont les résultats qu'on peut tirer justement du fait d'être force de proposition? C'est là où on arrive vraiment à ce que ça peut vous apporter. Les résultats, ils sont très simples. L'engagement. Vous vous sentirez beaucoup plus engagé dans la société pour laquelle vous travaillez. Beaucoup le sont, moi je l'ai toujours été, parce que je me dis à chaque fois quand je rentre dans une société, je suis très ce qu'on dit corporate. Je me dis, je me mets à fond, j'ai l'étiquette sur moi, et je commence à travailler comme un malade, parce que je sais que le succès de mon entreprise va agir sur mon succès à moi, et comment moi je vais me sentir dans ma vie personnelle. N'oubliez pas que vos collègues avec qui vous passez 8 heures par jour, et plus de 40 heures par semaine, vous passez plus de temps avec eux que vous en passez avec votre famille. Parce que vos deux ressources les plus importantes, c'est votre temps et votre attention. Et lorsque vous dormez, vous n'utilisez pas votre temps et vous n'utilisez pas votre attention. Donc vous passez le plus clair de votre temps dans votre entreprise. Et ça fait du bien de se sentir utile, et ça fait du bien de savoir qu'on participe au projet. Et pour ça, il faut préparer l'état d'esprit. Productivité. Vous allez ressentir beaucoup plus de productivité. Imaginez, vous participez à une réunion, je suis force de proposition. Mes idées ont été acceptées, ou on m'a dit retravaille un peu dessus, etc. Mais je vois qu'il y a possibilité d'avancer et je vois l'intérêt du projet. On est tous des personnes intelligentes. Okay? On sait tous que ce qu'on peut dire, ça peut être très intéressant. Donc, la productivité, la motivation, automatiquement, vous serez beaucoup plus motivé dans votre travail, vous serez beaucoup plus motivé dans votre activité professionnelle et vous aurez une certaine autonomie dans vos projets. Parce que justement,
quand on est dans un projet et qu'on ne se sent pas vraiment engagé, on ne se sent pas vraiment intéressé et on ne participe pas vraiment, automatiquement on est beaucoup moins autonome. C'est-à-dire qu'on va suivre le groupe. Ok, tac, c'est quand la réunion encore? On a ça? Ouais. Et les deadlines, c'est quoi? Ok, d'accord, sympa, intéressant. Ouais. Alors que lorsque vous êtes bien engagé et bien intéressé par le projet, vous avez une autonomie. Et là, vous êtes à fond dedans. Et au final, c'est le bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est, je pense que c'est un mal qui est en train de sévir en ce moment dans le monde entier. Ça coûte aux entreprises énormément d'argent. Aux États-Unis, je sais que vous avez à peu près $1 trilliard de pertes par rapport au mal-être des personnes dans les entreprises. Et c'est pour ça que je parlais des GAFA. Ils essayent, beaucoup vont dire, oui, mais ils essaient surtout de les garder en entreprise. Oui, mais en même temps, ils essayent aussi de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur vie professionnelle et automatiquement dans leur vie personnelle. Et le bien-être au travail, j'aime bien parler de ce terme qui est l'ikigai. L'ikigai, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est un terme japonais. L'ikigai, en fait, c'est, on peut le traduire, mais ce n'est pas vraiment cette traduction-là, on peut le traduire par la mission de vie. Votre mission de vie, en fait, elle va consister en 4 points, dans votre travail généralement, dans votre activité, on va dire. Le premier point, c'est faire quelque chose pour lequel vous êtes bon, concrètement, pour lequel vous avez des compétences. À partir du moment où vous avez un job, c'est que vous avez été pris. Si vous avez été pris, c'est que vous avez des compétences. Donc, pour lequel on a des compétences. Un job qu'on aime. Quand on se lève le matin, on a le smile. On est content d'aller travailler parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire avancer les choses. Lorsqu'on se lève et qu'on n'est pas vraiment engagé, on n'est pas vraiment motivé, automatiquement, le bien-être au travail, la balance, elle n'est pas droite. Pourquoi? Parce que justement, il manque ce « j'aime mon travail et j'aime y aller ». Faire quelque chose pour lequel vous êtes compétent, bon, quelque chose que vous aimez, faire quelque chose pour lequel vous avez une rétribution, un bon salaire, et pour terminer, faire quelque chose pour lequel vous apportez de vous à la société. On parle souvent des normes ESG ou des normes RSE. Vous apportez au monde, vous apportez à la société, et vous apportez aussi d'un point de vue environnemental, mais vous faites quelque chose de concret. Vous êtes dans une société où on fait un côté télécom et un côté IT avec Telindus et Tango. Donc pour le groupe Proximus, c'est quelque chose d'utile. Vous apportez quelque chose d'utile, concrètement aux gens. Donc déjà, vous pouvez avoir ces quatre points-là. Et le fait d'être force de proposition, ça vous donne accès à l'engagement, à la productivité, à la motivation et cette autonomie. Et automatiquement, ça va agir sur votre ikigai, sur les 4 points les plus importants, et ça va agir sur votre bien-être au travail. Donc, si on pouvait récapituler, on dirait que 1. Vous devez préparer votre état d'esprit. Donc, sortez de votre zone de confort, supprimez les croyances limitantes, et j'aime bien l'appeler comme ça, je l'ai appelé comme ça dans le livre « À l'école de l'échec ». L'échec est le meilleur professeur, et l'échec est la meilleure école, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Quand je suis sorti de l'école, enfin même pas de l'école, mais aller au milieu de mes études, j'avais un niveau d'anglais catastrophique. Et quand j'allais à l'étranger, on me disait « Oh, French guys ». C'était compliqué. Et qu'est-ce que je faisais? Je faisais, ok, pas de problème, on va essayer de parler anglais. Parle anglais. Vous voulez parler anglais? Il n'y a pas de souci, on va essayer de parler anglais. Et je faisais des erreurs. Et c'était bien parce que j'ai trouvé des personnes bienveillantes qui me corrigeaient. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Mais t'inquiète pas, on va te dire. Et j'ai fait des erreurs, et j'ai performé en anglais d'une meilleure manière que pendant mes études. Parce qu'en fait, j'ai fait des erreurs. Lorsque vous voyez le petit chat à la maison qui sort ses griffes et qui commence à essayer de chasser, mais en fait, il est en train d'apprendre. C'est pour ça qu'on parle toujours le fait d'apprendre en jouant, mais on apprend aussi par l'erreur. Et on apprend aussi par l'échec. N'oubliez pas que le lion, plutôt la lionne, parce que le lion, lui, il attend, c'est la lionne qui chasse. La lionne, quand elle chasse, elle a plus de 90% de taux d'échec. Nous, on la voit comme ça, la lionne, quand elle chasse, c'est dangereux. Plus de 90% du temps, elle échoue. Donc nous, il faut aussi qu'on passe par là. Ok? Donc, préparez votre état d'esprit. 2, passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut avoir confiance en soi. Il faut passer par l'expérimentation. Il faut essayer. Il faut aller vers de la prise de risque. Et j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important, lâcher prise. Lâcher prise. N'essayez pas de contrôler toutes les situations. Vous pouvez contrôler ce qui va sortir de votre bouche, votre manière de vous comporter, etc., vos idées, et vous pouvez les contrôler. Mais vous ne contrôlerez jamais la réaction des gens. Vous ne contrôlerez jamais ce qu'on peut penser de vous. Donc n'essayez pas de le contrôler. Lâchez prise. Et vous allez vous sentir bien mieux.
Et 3, les résultats, l'engagement, la productivité, le bien-être au travail, la motivation, et bien sûr, avoir une certaine autonomie au travail, et ça fait du bien. Et donc, je vais conclure avec 2 citations. La première, Steve Jobs. J'aime beaucoup Steve Jobs. Steve Jobs avait dit, avec une publicité de Apple, je crois dans les années 80, si je ne me trompe pas en 84, si c'est faux, désolé. Steve Jobs avait dit à tous les fous, à tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles et n'ont aucun respect pour le statu quo. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les blâmer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que la folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Vous allez me dire, c'est un peu ironique de se dire, oh, je vais changer le monde, mais des fois on peut avoir des idées, des projets tellement innovants, même dans les télécoms, même dans l'IT, qui peuvent justement tendre à l'innovation et faire avancer l'humanité. On peut. On peut. Ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas, ils essayent de vous mettre des logiciels de croyances limitantes dans votre esprit. Vous les prenez et vous les supprimez. Vous pouvez faire de grandes choses. Vous pouvez contribuer, et là je vais essayer de me rappeler une citation que je n'ai pas prise, mais je viens d'avoir l'idée de la dire. Une citation, je suis aussi un grand fan du Seigneur des Anneaux, une citation de Gandalf, une citation de Gandalf qui disait que vous devez sortir de... Il parlait de la comté, etc. Mais j'essaie de la reprendre, j'ai beaucoup de mal. J'aurais dû la noter. Mais elle vient de me revenir. Mais voilà, c'est bon, je me rappelle. Il parlait à Saruman. Il parlait avec Saruman et il parlait aussi avec une elfe. Et l'elfe lui dit, pourquoi dans votre quête, vous allez prendre un hobbit? Un hobbit, c'est un semi-homme. Un petit personnage qui avait l'air insignifiant pour les elfes, pour beaucoup de personnes de la comté, beaucoup de personnes de la Terre du Milieu. Il lui a dit, mais pourquoi le semi-homme? Et Gandalf lui a dit, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut changer notre monde. Mais c'est pas ce que j'ai découvert. J'ai découvert que ce sont les petites choses, les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui font avancer, globalement on change un peu les termes, mais qui font avancer l'humanité et nous permettent de devenir ce que nous sommes. Ce que vous faites à votre échelle fait avancer l'humanité, même si vous n'y croyez pas. Même en sortant, si vous vous dites « Oh, il a un peu exagéré quand même. » Non, croyez-le. Quand vous faites quelque chose, même à petite échelle, vous faites avancer l'humanité. Et je vais terminer par une citation de moi-même. Quand même, il faut. Donc, pour être force de proposition, changer les choses pour améliorer notre existence, c'est innover. Je vois l'innovation dans chaque chose que l'homme fait à partir de créativité, d'imagination et d'audace. Innover, car l'innovation est en chacun de nous, et c'est l'opposé de la médiocrité. Vous êtes le X de l'équation de votre propre réussite et de la nôtre. Merci.